Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième émission dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Après avoir parlé de dépistage, des traitements locaux, régionaux, nous abordons le sujet de l'après-cancer. Alors comme d'habitude, une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Valériane Monniot. Vous êtes patiente partenaire à Bergonié, diplômée dans l'accompagnement de patients. Pour nous parler de l'après-cancer, je suis ravie d'accueillir Véronique Gérard-Muller. Bonjour madame, vous êtes psychologue et on entend souvent la nécessité d'un accompagnement psychologique dans cette maladie. Bonjour docteur Marc Deblède, vous êtes oncologue médical et Guillaume Coldefy, vous êtes moniteur d'activité physique adaptée. Alors, situons-nous dans le parcours de santé au moment où prennent fin les rayons. Docteur, quel est votre rôle à ce moment-là et comment ça se passe pour le patient quand c'est la fin des rayons? Oui, donc le docteur Le Bihan, lors d'une émission précédente, vous a bien dit que les radiothérapies, c'était tous les jours, pendant plusieurs semaines. Et donc à la fin de cette période-là, on va revoir le patient, ou la patiente en l'occurrence, pour plusieurs choses. D'abord, on va lui parler on va mettre en place éventuellement l'hormonothérapie. L'hormonothérapie sont des comprimés, en général, qu'on va donner tous les jours pendant 5 ans, voire plus, pour encore réduire le risque de cancer du sein. Donc c'est un traitement anti-hormone, en fait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au terme de la chirurgie, de la radiothérapie, parfois de la chimiothérapie, on espère que les personnes sont guéries. On leur dit qu'il faut qu'elles se considèrent comme guéries, même si peut-être parfois il y aura une rechute, mais je crois qu'il faut enlever cette épée de Damoclès. Et donc on va mettre en place la surveillance qui sera nécessaire. On va leur expliquer la surveillance, où on reverra régulièrement les patientes, tous ceux qui ont pris en charge la patiente, mais également leur médecin généraliste, leur gynécologue, et on planifiera les examens avec régulièrement une mammographie et une échographie. Cette surveillance est très codifiée et répond à des normes internationales. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a l'immédiat post-cancer, c'est ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire qu'on sort d'un traitement très répétitif et les choses s'arrêtent. Le patient se retrouve un petit peu livré à lui-même avec les difficultés de fatigue physique, les difficultés de fatigue psychologique. Et donc il faut tout remettre en place dans ses dimensions sociales et professionnelles. Continuer de l'accompagner. Continuer de l'accompagner, essayer aussi de tout remettre en marche, retrouver les équilibres. Et justement, après les rayons, c'est souvent, les patientes disent qu'elles sont fatiguées. C'est généralement souvent le cas. Est-ce que c'est ce que vous avez évoqué? Oui, je crois qu'elles sont fatiguées physiquement, parce que ça reste un parcours, ne serait-ce que la radiothérapie, on vient tous les jours, parfois de loin. Fatigue physique, fatigue intellectuelle, je pense qu'on va en parler avec Véronique, de gens qui ont un petit peu réorienté toute leur pensée vers un combat pendant cette prise en charge. Fatigue physique, fatigue psychologique, et psychologique, intellectuelle et psychologique. Il faut se remettre, il y a une période d'abattement après ce traitement. Un traitement qui peut parfois être douloureux. Est-ce que justement l'hormonothérapie est une thérapie qui provoque des douleurs? Alors oui, l'hormonothérapie peut parfois... C'est quand même un traitement très bien toléré. C'est un traitement beaucoup mieux toléré que la chimiothérapie, pardon. Mais il peut y avoir des douleurs articulaires le matin au réveil. Donc il y a des périodes où il faut un petit peu se dérouiller, se déverrouiller au niveau des articulations. Et c'est là aussi le travail du partenariat qu'on a avec la reprise des activités physiques. Oui, c'est ça, parce que donc il peut y avoir des douleurs, il faut se déverrouiller. Il y a aussi parfois un problème de prise de poids. Alors, la prise de poids, c'est souvent chez les personnes qui sont traitées au moment de la ménopause. Et la chimiothérapie peut induire la ménopause. Et là, on sait qu'il peut y avoir une prise de poids. L'hormonothérapie elle-même en donne vraiment, en général pas, parfois 1 ou 2 kilos. Mais c'est surtout une idée reçue, ça. Et alors, c'est là que justement... Voilà, c'est là que Guillaume Coldefy, le sport entre en scène. Donc, quelle activité vous recommanderiez après justement ces gros traitements?
Déjà, l'activité, généralement, on l'intègre dès le départ de la prise en charge du patient, dès la chimiothérapie, dès l'annonce, on essaye en termes de soins de support de l'intégrer. Lorsqu'on se situe sur l'hormonothérapie par rapport aux effets secondaires, on intègre déjà ce que va souhaiter la personne, ce que va aimer la personne. Le but, c'est que la patiente puisse adhérer et durer dans le temps, puisque au niveau de la littérature scientifique, l'intérêt de l'activité physique adaptée en hormonothérapie, ça va être de limiter certains effets secondaires sur certaines douleurs, comme mon collègue a pu expliquer. Donc, on va essayer de faire une activité lissée sur une activité quotidienne type marche, avoir recours à beaucoup d'étirements, travailler beaucoup les assouplissements dans la longueur. Et puis après, on a aussi dans la littérature scientifique l'intérêt de l'activité physique en hormonothérapie pour limiter les risques de récidive sur certains types de cancers hormonodépendants, où on voit l'intérêt d'intégrer une activité un peu dynamique 1 fois à 2 fois par semaine pour avoir un impact sur certains métabolismes qui vont permettre ce cycle-là. Après, le choix de l'activité, c'est propre à chaque personne. L'intérêt, puisque moi, je n'ai qu'un rôle de tremplin en termes d'activité, donc je vais prendre en charge les gens pendant les périodes et post-traitement avec l'hormono. Puis après, c'est un point final, les personnes ont pour objectif de reprendre une activité de loisir personnelle qui vont perdurer dans le temps. Donc alors, après, il faisait déjà beaucoup de sport, par exemple, il fait du sport de façon intensive. Comment faire? Est-ce qu'il faut renoncer? Non, du tout. Au contraire. Alors, c'est différent. Chaque personne est différente. C'est-à-dire que déjà, dans mon métier, a pour objectif de prendre chaque personne, chaque individu de manière personnalisée. C'est-à-dire qu'on va prendre la localisation, la période de traitement et aussi son passé de sportive ou de sportif. L'intérêt, c'est de coller à sa réalité. L'objectif n'est pas d'avoir quelque chose de performant pendant les périodes de traitement. Il n'y a pas de notion de performance. Pour autant, on n'est pas non plus dans la gym de papy-mamie. Il faut quand même coller à la réalité. Donc, il est évident qu'une femme qui va arriver, qui a été toujours dynamique par son activité personnelle, par son activité professionnelle ou par son activité sportive, on va essayer de lui proposer qu'elle-même une activité qui va coller à sa prise de plaisir, en fait. Donc, la notion d'intensité va varier en fonction de la personne, de son post-traitement, en fait. Pas de contre-indication? Alors, au niveau des contre-indications, ça évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'au fil des années, on avait beaucoup de contraintes, puis comme beaucoup, la recherche avance, et puis on enlève des barrières. Le but, déjà, c'est de garder du plaisir. Donc, trop de contraintes, déjà, la période de traitement est extrêmement compliquée pour les... lourde. Voilà, suffisamment lourde. Donc, le but, c'est de proposer à des patientes quand même un sas plaisir. Les contraintes, on va les retrouver souvent au moment de la radiothérapie. Par exemple, beaucoup de patientes faisaient une activité aquatique. Donc c'est vrai que sur cette période-là, sur la période de radiothérapie, il y a quand même des contre-indications sur le milieu aquatique. Après, il y a des activités, tout ce qui est sport de combat. On peut utiliser certains mouvements d'un sport de combat, mais il faut éviter les chocs sur des patients en période de chimio, sur des chambres implantables, puisque quelquefois, la chambre implantable, on ne va pas l'enlever tout de suite, donc elle va perdurer avant que... on va attendre que la patiente s'éloigne quand même des traitements pour enlever la chambre implantable. Donc sur des à-coups, des chocs, ça peut être problématique. Il va y avoir des activités aussi en plein air, en plein soleil, puisqu'on sait que nos patients vont être photosensibles pendant un certain laps de temps. Donc tout ce qui est activité de plein air, l'importance, c'est de rappeler à ces patients la protection, l'indice 50, pour protéger leur peau. Après, de réelles contre-indications, bon, encore une fois, c'est au cas par cas à chaque fois. Alors justement, Véronique Gérard-Muller, les patientes ont souvent l'impression d'avoir des troubles de la concentration ou de la mémoire. Alors est-ce que ces troubles sont liés au cancer, au traitement, les deux? Alors, les troubles cognitifs que l'on nomme chemobrain sont liés d'une part, effectivement, au traitement, à la chimiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie, mais également aussi au processus inflammatoire de la pathologie elle-même, et puis également aussi à une sidération psychique qui peut être liée, en fait, à l'épreuve de la maladie. Donc ces troubles, ils ont été très longtemps sous-estimés et si dans la littérature scientifique, en fait, on en parle depuis les années 90, eh bien, dans le milieu médical, on les évoquait très peu et les patients, en fait, se retrouvaient très souvent seuls par rapport à ces troubles qu'ils vivaient avec un sentiment de honte sans avoir de réponse qui leur était proposée. Alors il faut comme dans la société en général, c'est-à-dire qu'a priori, tout se déstigmatise avec le temps, mais il faut du temps.
temps. puis c'était peu connu. Les patients, en fait, en parlaient très peu parce qu'il y avait un sentiment de honte. Et souvent, quand les patients évoquaient ces troubles avec leur médecin, la réponse arrivait sur un versant anxio-dépressif. Or, bien sûr, il peut y avoir une réponse, enfin, il peut y avoir un trouble dépressif qui serait réactionnel parce que ces troubles sont extrêmement déstabilisants, mais en aucun cas, ces facteurs confondants ne peuvent expliquer la cause de ces troubles cognitifs et surtout minimiser la nécessité de les prendre en charge. Alors, comment est-ce que vous les prenez en charge? Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, donc, jusqu'à présent, il y avait très peu de ressources disponibles pour accompagner les patients. Et c'est un petit peu pour répondre à ce besoin que Oncogite propose actuellement des ateliers de remédiation cognitive, c'est-à-dire c'est de la rééducation cognitive. C'est un parcours que l'on propose aux patients qui dure à peu près 4 à 6 mois sur des séances d'ateliers qui durent 90 minutes, où les patients sont en lien avec un neuropsychologue. Il y a à peu près 10 à 12 patients. Et puis, au cours de ces ateliers, on fait un travail qui va permettre en fait, de remettre en marche en fait, les fonctions cognitives quand elles ont été un petit peu verrouillées. Alors, ces ateliers, en fait, ils vont s'organiser sur 2 points centraux. Un premier point qui va être de l'éducation thérapeutique. Ça veut dire comment fonctionne mon cerveau, comment est-ce que je vais adapter mon quotidien en regard de son fonctionnement. Et puis, d'autre part, on va aussi beaucoup travailler, en fait, le renforcement, ou en tout cas, recréer des chemins neuronaux, donc avec des exercices et une intensification qui permet, en fait, de retrouver une certaine souplesse des fonctions cognitives. C'est drôle parce que vous utilisez vraiment un champ lexical qui ressemble à celui du sport. Tout est très lié, la souplesse, reconnecter. Par exemple, l'activité physique, le système nerveux central, c'est lui qui initie le mouvement en fait. Donc c'est au niveau neuronal. Donc pour avoir un mouvement propre et adapté à une situation, forcément que l'aspect cognitif est hyper important, même pour une activité physique. Et moi, je rêverais un jour de pouvoir allier les deux, parce que c'est vrai que dans les ateliers aussi, des fois, on propose de travailler sur des mouvements parce que ça vient solliciter certaines zones du cerveau. D'accord. Et pour les patients qui sont dans des endroits ou dans des régions où il n'y a pas forcément les ateliers Oncogite, est-ce qu'il y a une solution pour participer à ces ateliers? Pas physiquement, mais peut-être Donc c'est vrai qu'Oncogite propose des ateliers qui sont en visio, donc qui sont accessibles à tous les patients de toute la France. Ce sont des ateliers qui sont animés vraiment avec la présence d'un neuropsychologue qui accompagne le travail de chacun. Les outils sont digitalisés, ils sont en partage d'écran, donc ça permet un confort. Ça permet surtout que ces ateliers soient accessibles à tous les patients, quel que soit leur lieu d'habitation, même s'ils sont loin du centre de soins. Et puis la Octobre Rose de cette année voit le lancement de l'application Oncogiciel, voilà, qui est une application qui vient en complément en fait, des ateliers et qui permettra aux patients qui participent aux ateliers, ça c'est important de le dire, de pouvoir organiser en fait, et intensifier un petit peu son travail entre chaque séance, donc par des exercices qu'ils pourront faire depuis chez eux. Il y a aussi, il peut y avoir un problème de proximité, d'accès aux soins. On l'entend souvent et de plus en plus, les études le montrent. On n'a pas forcément une aide, une ressource psychologique à côté de chez soi. Alors, quand on habite à Bordeaux, la métropole, tout va bien, mais dans les zones rurales, c'est plus compliqué. Comment est-ce que justement, comment est-ce qu'on peut y pallier? Quelles sont vos propositions là-dessus? Alors c'est vrai que les inégalités géographiques de prise en charge sont vraiment à considérer. Des patients qui habitent à 30 ou 40 km de leur centre de soins, voire plus. Donc c'est vrai que la question de ces ateliers visio, vraiment ça réduit en fait ces inégalités. Et puis ça apporte aussi beaucoup de confort aux patientes parce que des fois il y a une difficulté à retourner dans le centre de soins, à y revenir. Et néanmoins ça maintient quand même aussi des moments de partage parce que finalement les patients dans l'après-traitement, ils se retrouvent souvent confrontés à une solitude, à un vécu un petit peu d'abandon qui bien sûr, est complètement subjectif, mais là où les traitements ont été très intenses, le patient se retrouve un petit peu tout seul et avoir ces endroits où on partage un objectif. Ouais. Oui, bien qu'en distanciel.
D'accord. Merci à tous. Oui. Oui, je voulais souligner aussi dans cet après-cancer le rôle des associations. Je crois que c'est extrêmement important. Justement, quand on n'est pas proche du lieu de traitement, je pense que des associations, il y en a beaucoup à Bordeaux. Il y en a dans la région. Je pense notamment à la Ligue contre le cancer, à Vivre comme avant, la Maison Rose, enfin. Et qui font ces relais aussi. Et qui font ces relais de façon, je crois, très très utile et qui couvrent très largement la Ligue et dans tous les départements et dans toute la France. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, pour la dernière émission, nous nous demanderons si le cancer du sein est une maladie chronique. Merci à tous. Merci. Merci.